Au cœur de la liberté, vidéo numéro 22. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un concept fondamental, un truc qui est partout dans nos vies mais qu'on ne comprend pas toujours très bien, le prix. Parce qu'un prix, ce n'est pas juste un chiffre sur une étiquette. Non, c'est bien plus que ça. C'est un langage, un signal super puissant qui aide à organiser nos sociétés. Alors plongeons ensemble dans ce que nos sources nous disent à ce sujet. La première question qu'on doit se poser, c'est d'où vient un prix au juste ? Est-ce que c'est le vendeur qui le fixe comme ça, au hasard ? Est-ce que c'est lié au coût de fabrication ? Ou alors, est-ce que c'est le résultat d'une force beaucoup plus subtile, presque invisible ? C'est exactement ça qu'on va essayer de comprendre. Alors voilà le plan de route. D'abord, on va voir la différence essentielle entre le prix et la valeur. Ensuite, on verra pourquoi le prix est un signal d'information. On va aussi casser une idée reçue, le mythe du coût. Puis, on parlera du rôle du marché libre. Et pour finir, on regardera les conséquences concrètes quand ce système est perturbé. Allez, c'est parti. Première étape, et c'est peut-être la plus importante pour tout comprendre, c'est cette fameuse différence entre le prix et la valeur. Si on saisit bien ça, on a déjà fait un grand pas pour comprendre comment fonctionne l'économie. Tout part d'une idée qui a l'air simple mais qui change tout. La valeur, c'est subjectif. Ça veut dire que la valeur d'un objet n'est pas la même pour tout le monde. Ce qui a beaucoup de valeur pour une personne peut ne pas en avoir pour une autre. Et c'est justement cette différence de perception qui est le vrai moteur de l'échange. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Pensez-y. Dans n'importe quelle transaction, il y a au moins deux valeurs subjectives qui s'affrontent, celle de l'acheteur et celle du vendeur. Et pourtant, à la fin, il n'y en a qu'un seul prix. Ce prix, c'est le point d'accord. C'est objectif, donc on a plusieurs valeurs, mais un seul et unique prix. Et ça, c'est la clé. Pour qu'un échange se fasse, il faut que chaque personne estime que ce qu'elle reçoit a plus de valeur que ce qu'elle donne. Le prix est donc toujours inférieur à la valeur que l'acheteur lui donne. C'est la raison même pour laquelle on fait des échanges. Au final, les deux parties ont le sentiment d'y avoir gagné. C'est un jeu gagnant-gagnant. Bon, alors si le prix n'est pas la valeur, c'est quoi son vrai rôle ? Eh bien, l'analyse nous montre que c'est beaucoup plus qu'un simple nombre. En fait, c'est un signal, une forme de communication ultra efficace et riche en informations. Pour bien comprendre, on peut prendre l'image d'un marché de village le dimanche matin. Le prix affiché pour les tomates, il n'est pas sorti d'un chapeau. En un clin d'œil, il communique à tout le monde l'état de l'offre et de la demande. C'est un résumé hyper puissant de milliers de petites décisions individuelles. Et voilà comment ce signal fonctionne concrètement. Imaginez que tout le monde se mette à vouloir acheter un certain produit. La demande explose. Forcément, le prix monte. Mais cette hausse de prix, ce n'est pas juste une mauvaise nouvelle. C'est surtout un signal lumineux qui clignote pour les entrepreneurs et qui leur dit « Hey, il y a un truc à faire ici. Les gens en veulent plus. » Et c'est ce signal qui va attirer les investissements pour produire davantage. Passons maintenant à une idée fausse, mais alors une idée vraiment tenace. On croit souvent savoir d'où vient un prix, mais préparez-vous parce qu'on va voir que la logique est complètement inversée. Voilà ce qu'on entend souvent. L'idée que pour fixer un prix, il suffit d'additionner tous les coûts de production, d'ajouter une petite marge, et hop, le tour est joué. Ça semble logique, non ? Eh bien, d'après l'analyse qu'on étudie, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Et voilà la phrase qui change tout. C'est un argument radical. Au final, ce n'est pas le producteur qui décide du prix, c'est le client. C'est la valeur que les clients accordent à un produit qui va déterminer le prix que le marché est prêt à payer. Pour le dire autrement, un fabricant ne peut pas juste dire « ça m'a coûté 10 € à produire, donc je vais le vendre 12 ». Non. Il doit d'abord regarder le marché et voir à quel prix il peut espérer vendre son produit. Et si ses coûts de production sont plus élevés que ce prix, il a un gros problème. Soit il trouve un moyen de réduire ses coûts, soit il arrête la production. Les coûts doivent s'adapter au prix et pas l'inverse. D'accord. Mais pour que tout ce beau mécanisme de signalisation par les prix fonctionne correctement, il faut une condition essentielle. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Ici, on s'appuie sur les travaux d'un économiste connu, Ludwig von Mises. Ce qu'il expliquait, c'est que la liberté d'échanger est absolument cruciale. Sans un marché où les prix peuvent se former librement, on n'a pas de vrai prix. On a juste des chiffres décidés de façon administrative, arbitraire et qui ne contiennent aucune information pertinente. C'est un peu comme essayer de naviguer en pleine mer avec une boussole cassée. Si les prix sont contrôlés par une autorité, s'ils sont gelés ou manipulés, le signal qu'ils sont censés envoyer devient complètement flou, ou pire, il devient trompeur. Et à ce moment-là, les ressources ne vont plus là où les gens en ont besoin, mais là où le pouvoir a décidé de les envoyer. Ce qui nous amène tout logiquement à la dernière partie. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand ce fameux signal est brouillé ? Quelles sont les vraies conséquences du contrôle des prix ? En gros, il y a deux grands cas de figure. Soit on fixe un prix maximum, un prix plafond, qui est plus bas que le prix naturel du marché, par exemple le contrôle des loyers. Le résultat, on crée des pénuries. Les propriétaires n'ont plus intérêt à louer. Et à l'inverse, si on fixe un prix minimum, un prix plancher, plus haut que le prix du marché, on se retrouve avec des surplus, du gaspillage, de la surproduction que personne ne veut acheter à ce prix-là. D'ailleurs, il y a une ironie de l'histoire qui est assez fascinante à ce sujet.
Même les grands planificateurs de l'Union soviétique, qui rejetaient en bloc l'idée de marché, étaient obligés de regarder ce qui se passait à l'Ouest. Ils consultaient les prix des matières premières sur les marchés de Chicago ou de Londres pour avoir une vague idée de la valeur des choses et de comment allouer leurs propres ressources. C'est fou, non? Mais l'exemple le plus puissant, le plus extrême, c'est peut-être celui-là. Même dans un environnement totalement contrôlé comme une prison, où tout est censé être planifié, un marché noir finit toujours par émerger spontanément. Des prix se forment pour échanger des cigarettes, de la nourriture. Ça montre bien à quel point l'échange et la formation de prix, c'est une impulsion humaine quasi indestructible. Alors, pour résumer, s'il y a 4 choses à retenir, ce sont celles-ci. Premièrement, la valeur est subjective, mais le prix, lui, est objectif. Deuxièmement, ce prix est un signal d'information absolument vital pour l'économie. Troisièmement, ce sont les clients qui fixent le prix et non les coûts. Et enfin, toucher au prix, c'est déformer ce signal. Mis ensemble, tous ces points nous dessinent le portrait d'un mécanisme d'information d'une finesse incroyable. Et tout cela nous laisse avec une dernière question pour réfléchir. Si on accepte que le prix, c'est de l'information, alors manipuler les prix, c'est en fait manipuler l'information. Quelles peuvent être les conséquences pour toute une société lorsque les signaux qui guident toutes ces décisions économiques sont systématiquement faussés? La question, on le voit bien, dépasse de loin le simple cadre de l'économie.